Donc je m'appelle Yannick Elaé, mon pseudo c'est Tavrox. Je fais du jeu vidéo depuis 2-3 ans maintenant, professionnellement. Et je suis secrétaire de l'asso du coup. J'avais envie de parler pour une fois de marketing au sein de l'association parce que c'est pas des compétences qu'on trouve souvent. Donc j'aimerais bien partager mes connaissances et mon expérience sur le sujet. Donc, je suis actuellement en freelance et auparavant j'ai fait un projet qui s'appelle Lavapools sur Toulouse. Donc j'étais avec 4 potes, donc dont 2 vraiment sur le projet. Et on a fait un jeu qui a été développé pour Steam. Vas-y, passe. Qui a été développé pour Steam. Et en gros, on a travaillé 1 an et demi en petit comité pour le publier et pour gagner pas grand-chose à la fin. Donc c'était ma première expérience de communication et là j'ai pu découvrir ce que c'était que publier sur Facebook, sur Twitter, envoyer des mails à des gens, envoyer des clés à des youtubeurs et plein d'autres choses. Donc là je vais essayer de passer en review un peu toutes les bases. N'hésitez pas vraiment si je vais trop loin dans le détail ou si j'ai un lexique un peu trop technique à poser des questions. Quoi ? C'est quoi un youtubeur ? C'est quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube. Et du coup là en ce moment, un de mes gros projets c'est Double Kiki Rose. C'est un jeu de rythme avec du métal qui tâche bien gras. Et du coup ça va être sympa et je pourrais vous en parler tout à l'heure. Bon là j'ai mis un petit gif, d'ailleurs il est un peu pixelisé. En gros c'était pour expliquer que le marketing ça peut avoir une tête de truc un peu trop compliqué avec plein de termes bullshit, plein de gens qui vous emmènent un peu dans le caniveau. Et du coup, je voulais un peu essayer de rendre ça plus accessible. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, du coup, j'ai mis une petite base de ce que je pense définir le marketing. Donc c'est plus ou moins exhaustif. Il y a communiquer son projet, son produit ou soi-même aussi. Il y a vendre, pareil. Réseauter beaucoup, c'est se faire des relations, créer des partenariats et créer des projets à plusieurs. Et analyser aussi par rapport à qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui se passe derrière, est-ce que ça a un impact. Je pense qu'une grosse partie du travail de marketing, c'est quand on communique, est-ce qu'il y a des gens qui écoutent ce qu'on dit ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont sensibles et veulent acheter ce qu'on vend derrière, même s'il n'y a pas forcément des choses à vendre derrière. Donc voilà, j'ai mis quelques points clés. Alors j'ai fait un petit lexique aussi, même si on va voir un peu ça au fur et à mesure, et je pense qu'il n'y aura pas tout. Donc PR, c'est Press Relationship en anglais, ou RP, Relation Presse. En gros, c'est en tant que personne ou qu'agence, on va aller démarcher les journalistes et leur présenter un projet ou un produit et faire en sorte qu'ils en parlent sur leur plateforme. Ensuite, ce que j'appelle influenceur, c'est qu'une personne ou un compte spécialisé sur un réseau social, le plus souvent, qui va avoir une base de fans, des gens qui vont les suivre pour une certaine personnalité ou une certaine thématique, et qui vont adhérer, échanger avec cet influenceur. Le plus souvent aujourd'hui, c'est des youtubeurs ou des gens sur Twitch, comme j'ai mis Squeezie par exemple. Donc la notion d'influenceur, elle n'est pas nouvelle, mais avec les réseaux sociaux, ça prend une nouvelle dimension dans le sens où on peut vraiment interagir rapidement avec ces gens-là et facilement. Et le mot niche qu'on utilise aussi beaucoup en marketing, c'est un segment de marché qui est assez spécialisé, mais qui au final est très actif. Et c'est pas forcément qu'on touche le grand public avec des matchs 3 ou des jeux très, très faciles d'accès, mais c'est des gens qui sont très, très investis dans leur passion et leur domaine. Donc voilà, c'est un mot qui est souvent utilisé. Alors, je vais essayer de parler de ma première expérience. Donc, en gros, on était un développeur, un graphiste et
et un sound designer sur le projet et un musicien. Donc moi j'étais à la fois développeur et community manager et responsable du marketing. Et ça a été la première fois où j'ai pu me rendre compte que le community management, d'ailleurs du coup on n'a pas défini community management. Est-ce que vous savez ce que c'est le community management? Non? Voilà. Animation des communautés, gestion des communautés. Voilà, c'est ça, gestion et animation des communautés, c'est-à-dire que sur un jeu, par exemple des fans d'un jeu Star Wars, il va y avoir une personne qui va être en charge de créer des concours, qui va interagir avec les gens, qui va faire passer les demandes au support technique, ou qui va tout simplement mettre de l'animation sur un jeu. Voilà, c'est un peu ça. Donc Lavapoolz, j'ai pu faire à la fois développeur et community manager, et je me suis rendu compte du temps que ça prenait. Donc ça c'était en 2012. Non, c'était 2014, il y a 3 ans. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ce qui était intéressant, c'est qu'à ce moment-là, les indépendants étaient déjà bien présents sur la scène Steam, mais c'était pas encore trop le bordel, donc il y avait moyen d'avoir des articles à droite à gauche sur de la presse, et il y avait quand même des retours parmi les joueurs qui avaient envie de connaître et de savoir ce qu'était notre jeu. Donc au fur et à mesure, c'était très progressif, donc on a eu des gens qui étaient intéressés, qui ont acheté le jeu en mode bêta et qui se sont impliqués. Et de plus en plus, c'était compliqué à la fois pour moi d'être développeur et community manager / marketing. Parce que globalement, ce qui s'est passé, c'est que je voyais le projet un peu ramer, et le projet qui avait du mal à se terminer. Et du coup, en tant que community manager, j'avais du mal à parler de ce qui se passait sur le projet. C'est-à-dire que je me disais, ce jeu est vraiment trop nul. D'ailleurs, je me dis encore aujourd'hui, ce jeu est nul. Et ça m'empêche de communiquer de manière objective, plus ou moins objective, sur ce qu'est le jeu. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose à garder en tête, c'est que si vous cumulez 2 fonctions sur votre projet de jeu indé, ça peut fortement rentrer en concurrence, on va dire, et l'une peut handicaper l'autre. Donc au final, le jeu, il est sorti après 1 an et demi de développement, et j'étais tellement vanné et blasé par le développement que j'ai fait aucune communication à sa sortie. Et du coup, il y a eu beaucoup de gens qui ont des remarques en disant voilà, pourquoi t'as pas fait de communication alors qu'aujourd'hui je fais marketing et t'as fait un jeu où t'as fait 0 vente, quoi. Là, je pense que le jeu il a rapporté entre 300 et 500 $ que j'ai jamais touché parce que il y avait un publisher derrière et tout. Bref, du coup c'était un peu compliqué à encaisser, mais ça m'a vraiment fait réaliser que plus on était investi dans le jeu et plus c'était dur de communiquer d'une certaine distance. Donc, prends en compte. Je sais pas s'il y a des questions au fur et à mesure. Non, c'est bon. Alors, pour expliquer un peu plus, donc j'ai fait Lavapoolz. Ensuite, j'ai fait 6 mois de développement C# à Bordeaux. Ensuite, je suis revenu à Toulouse. J'ai fait 3 mois de développement Unity. Et après, je me suis dit, le développement, ça me fait un peu chier, donc j'ai envie de faire du marketing et du community management. Parce que globalement, dans mes boulots, je passais plus de temps à faire du réseautage et à être sur les réseaux sociaux qu'ailleurs. Du coup, je me suis dit, je ne vais pas pouvoir continuer comme ça pendant 10 ans. Il faut que je fasse la transition. Donc voilà, j'avais mon petit réseau et tout. Et à un moment, il y a quelqu'un qui est venu sur Toulouse, donc Alexandre Lautier de Wild Factor. Il est venu sur Toulouse et il m'a dit là j'aurais besoin d'aide pour un Kickstarter qu'on va lancer, est-ce que ça t'intéresse? Donc moi j'ai envoyé mon CV et tout en me disant ça va peut-être passer au hasard. Puis finalement il a bien voulu bosser avec moi. Donc j'étais avec lui à tiers-temps. Et en gros je l'aidais à à être community manager sur la gestion de sa campagne. Donc j'ai pas fait tout ce qui est pledge ou préparation de la campagne ou stratégie de la campagne. J'ai vraiment le community management. Quoi? Alors pledge, c'est les récompenses, tu sais, quand tu mets 10 $
ou 20 $ ou 30 $, tu as un truc différent. Pardon. De quoi? Le jeu il s'appelle Machiavillain. Et Pledge. Ouais. Les récompenses. Ouais, les récompenses en français. Les paliers. Donc voilà, c'était. Il y avait pas mal de challenges parce qu'en fait, ils avaient réussi à créer une petite communauté. Ça, on en reviendra plus tard sur le terme de communauté. Ils avaient réussi à créer une communauté assez petite, mais conséquente quand même. Donc il a fallu, en gros, faire le relais de cette communauté pour qu'ils soutiennent le projet. Et une des expériences clés en fait sur ce mois de Kickstarter qui s'est passé, c'est que la communication, ça peut être très désespérant, décourageant. Quand tu communiques, tu parles avec les gens et il ne se passe rien. C'est... De quoi? Ouais, en fait, tu t'adresses aux gens et tu n'as pas de réponse. Ouais. J'ai l'impression que les gens ils s'en foutent en fait. Oui, c'est ça, tu fais un post sur Facebook ou sur Twitter où tu envoies des messages et les gens ils te répondent pas ou alors ils... Alors justement... Ils mettent pas de like et tout. Voilà, c'est ça. Disons que si tu veux un réseau social, ça a des outils pour que les gens communiquent entre eux. Par exemple, sur Twitter, il va y avoir des retweets, des likes et des réponses. Mais sur Facebook, tu as des partages, du j'aime et du commentaire. Donc c'est à peu près la même chose, mais c'est quand même fait de manière assez différente pour que tu aies des manières d'interagir différemment. Et typiquement sur ce projet, il y avait du soutien, mais quand tu dois récolter du coup 24 000 €, bah, ça fait qu'il te faut quand même beaucoup de gens qui répondent et qui te soutiennent pour que tu puisses, pour tout simplement que le projet ait de l'écho. Donc j'aurais peut-être dû mettre le trailer. En gros, c'est un jeu de gestion de maison hantée, un peu à la Dungeon Keeper, où vous allez avoir des monstres et il y a des touristes un peu abrutis qui vont débarquer. Il faut gérer les monstres, les bouffer et tout. Donc c'est très sympa, le projet est très cool. Et en plus, il est assez ciblé comédie, horreur, cartoon. Donc il a un bon ciblage. Mais voilà, pareil, c'était des développeurs qui ne sont pas très connus. Donc évidemment, il faut faire des efforts sur la communication et ne jamais désespérer. Un truc intéressant sur cette campagne aussi, c'est que d'habitude, une campagne, je ne vais pas le dessiner, mais ça fait une courbe progressive, vraiment lisse en fait. C'est-à-dire que de 0 à 100%, il y a une courbe lisse. Mais souvent, je vois un nom. Bon, ça dépend des campagnes en fait. Ça dépend vraiment des campagnes. Sur pas mal de campagnes, c'est lisse, plus ou moins. Mais dans notre cas, c'est vrai que ça a vraiment été en dents de scie. Où en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont pris les récompenses les plus hautes. Je vais l'expliquer. C'est qu'une campagne Kickstarter, souvent il y a plusieurs paliers. Et en général, il y a le palier de base. Désolé. Il y a le palier de base à 1 € pour. Enfin, 1 € ou $. À 1 $ pour dire merci, genre oui, je supporte, mais j'ai pas assez d'argent pour soutenir vraiment. Ensuite, il y a 10 pour acheter le jeu en général. Puis 20, 50, 100, 200. Et là, on rentre à 500 où c'est les gens qui veulent vraiment soutenir la personne, plus le projet, plutôt que d'acheter quelque chose. Un peu love money, ouais. Donc les gens fortunés, voilà, qui veulent tout simplement, qui ont un coup de cœur. Et sur ce projet, il y en a eu quand même assez beaucoup. Donc je crois qu'il y avait on pourrait regarder les chiffres, mais il y a eu 2 ou 3 personnes qui ont pris les pledges à 1500 ou 2000. Donc globalement, quand tu as un quart de ta somme qui est pris par ça, c'est assez... Donc, alors, je vous lis un peu les chiffres. Premier jour, tu vois toujours Denis ou pas? C'est bon? Premier chiffre, premier jour, 4600. Donc bon départ, on a un sixième de la somme. Ce qui est un départ plutôt cool. Et ensuite, on voit que ça baisse assez rapidement. Ensuite, là, il y a un pic à 1200, donc cool, on se dit, c'est un peu revenu dans les rails. Et donc ça redescend un peu après, et après ça remonte.
Après, ça redescend. Après, ça remonte. Alors justement, c'est que c'est vraiment l'endroit où je me suis dit, si tu fais rien, il se passe rien. Et là, si tu veux, c'était un boulot payé, donc j'aurais pu ne pas être investi, mais je me dis aussi, voilà, si ça réussit, c'est une super expérience pour moi aussi, donc j'étais aussi motivé. Et clairement, il y a vraiment des moments où je regardais mon écran fixement, bêtement, je me dis qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce que je fais pour que ça avance, quoi. Et c'est à ces moments-là où c'est bien d'avoir des gens qui sont impliqués dans le projet et qui ont envie que ça avance. Et du coup, bah voilà, ce que j'ai fait, c'est que on a repréparé plusieurs tweets et posts pour partager. On est allé voir sur les forums de comédie horreur et plein d'autres choses. Donc on a vraiment essayé de trouver le maximum de personnes. Et au final, ce qui est intéressant aussi, c'est le Baker's Party. C'est que vous voyez que ça monte pas énormément en fait. Alors que derrière, les sommes sont vraiment plus importantes. Donc mine de rien, Kickstarter permet aussi de comprendre à quel point la répartition des revenus et des richesses n'est vraiment pas égale. Et il y en a qui ont aussi envie de faire partager des créateurs de projets des moyens qu'ils ont eu. Qu'est-ce qu'il y a ? Une question ? Ouais. Comment ça ? Les contributeurs qui ont participé, c'est pas que des gens qui suivaient le jeu très près. Non, pas forcément. Alors combien d'entre eux suivaient le jeu très près ? Bah, de toute façon, ça c'est hyper difficile à dire. Comme on disait tout à l'heure, c'est aussi un des gros challenges en marketing, c'est que entre quelqu'un qui interagit pas, quelqu'un qui like, quelqu'un qui commente, quelqu'un qui partage, quelqu'un qui lit juste et tout. Donc, si tu veux, il y a plein de profils différents de personnes. Moi, j'en connais plein qui juste ils lisent les trucs, ils interagissent jamais parce que ça les intéresse pas. Il y en a d'autres qui vont liker direct, ils vont retweeter tout ce que tu fais, ils sont hyper chauds quoi. Donc si tu veux, c'est pas forcément les uns ou les autres qui vont investir dans le jeu au même palier quoi. Donc c'est très variable, c'est très difficile à dire. Et ça, Kickstarter ou pas. Oui. Alors justement, en fait, ils ont potentiellement changé de pledge. C'est-à-dire que tu peux dire, là j'avais dit $50, mais en fait je suis un peu short ce mois-ci, donc je mets à $5. Ou alors je trouve que le projet il va pas bien, il est moisi, il n'atteindra jamais sa somme, donc j'enlève mon pledge. Ouais. Sachant que tu as apparemment déjà travaillé sur plusieurs projets Oui. participation dans le genre. Continue selon toi financer le projet sur Kickstarter, sachant que c'est vraiment mondial. Ouais. Le tourner sur le système français avec Ulule. c'est une bonne chose aussi. Alors il y a Indiegogo aussi, donc il y a aussi Fig, en fait il y a pourquoi ça donne pas envie d'y aller? Ça dépend beaucoup de ta communauté. Si tu as une communauté française, je pense qu'il vaut mieux aller sur Ulule parce qu'en fait le problème de Kickstarter, c'est que désolé, je vais juste remettre. Donc le problème de Kickstarter, c'est que c'est beaucoup d'Américains et que leur système de traduction est moisi. C'est-à-dire que t'es français, tu vas sur Kickstarter, t'es perdu. En fait, c'est un peu bizarre, des fois c'est traduit, mais pas forcément. Tu peux avoir un projet français, mais écrit en américain qui n'est pas forcément traduit et tout. Bref, c'est un peu le bordel. Et eux, ils s'en foutent parce que eux, ils sont très rentables depuis très longtemps en fait. Donc, non, mais même en dehors de ça, si tu veux. Donc ça dépend vraiment beaucoup de ta. Ça dépend, parce que tu vois, là, Kickstarter, les gens qui ont mis $2000, c'est pas des Français qui connaissaient, quoi. Ça peut être des Américains qui sont tombés sur le site. En fait, ouais. Ça dépend de ton objectif, ta communauté. Ulule, c'est plus franco-français, donc c'est plus intéressant. Quoi ? Ouais.
Ouais, mais globalement, c'est un des points, c'est que un Kickstarter, enfin un projet de crowdfunding, ça se base beaucoup sur ta communauté actuelle. Par exemple, je sais pas si tu connais, il y a le projet de Indivisible. Donc c'est un platformer qui a levé 1 million sur Indiegogo. Et bah eux au final, ils ont réussi parce qu'ils avaient une communauté de malades derrière. Et au final, tu vois, le fait que la plateforme soit moins visible, de manière native, on va dire, c'était pas important. Parce que eux, ils avaient la communauté derrière. Donc voilà, Kickstarter, je sais plus les chiffres exactement, mais il y a quand même une partie des joueurs, enfin des gens qui viennent en fait checker les projets de temps en temps. Et s'ils ont un truc qu'ils voient cool, ben ils back, pas de problème. Ouais. Ouais. Alors je sais plus exactement. Non, ça c'est fini. Maintenant Kickstarter est en France, donc c'est bon. Mais pour tout ce qui est, alors il y a beaucoup de flou d'ailleurs au niveau de la TVA, des taxes et de comment est perçu un Kickstarter. Parce qu'en fait, quand tu reçois 24 000 €, qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce que tu payes 24 000 €? Est-ce que tu payes 25% de taxes sur tes 24 000 € la TVA? Ou est-ce que tu payes plus, etc. Enfin bref, c'est un impact pas possible et je connais pas forcément les détails. Donc là, c'est pas moi qui ai géré les budgets et tout. Donc, t'avais une question? Ouais. Je sais pas trop. Je sais que je crois que Kickstarter c'est 8%. Et Indiegogo, c'est peut-être 5%, mais Indiegogo, on peut faire le financement flexible. Donc, c'est possible. C'est possible. De toute façon, il faut faire le pour et le contre. Et, au bout d'un moment, de toute façon, si tu veux, c'est un point important, c'est que vraiment, un crowdfunding, faut pas croire qu'il y a des gens qui vont débarquer par hasard et qui vont te filer 10 000 balles. Quoi. On rigole, mais moi, je connais plein qui pensent que en faisant un Kickstarter, ils vont avoir plein de thunes et c'est de l'argent gagné facilement en fait. Faut quoi? Ouais. Ouais. 8% aussi? Et KS aussi du coup? Je sais pas. Bon, c'est pas. Je crois que c'est 8%. Du coup, je finis juste sur un point, c'est que vraiment, si vous réfléchissez à faire un Kickstarter, pensez que c'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot et c'est de l'investissement, je dirais, en temps et en argent avant. Donc moi par exemple, le poste que j'ai représenté là-dessus, bah voilà, c'était quand même de l'argent qui était dépensé par le développeur pour en récolter plus certes derrière, mais il faisait des préventes aussi, donc il gagnait peut-être moins d'argent à l'arrivée. Et donc voilà, c'était tout un micmac derrière qu'il faut vraiment bien réfléchir. Et surtout, qu'est-ce qui se passe si vous ratez le Kickstarter? Est-ce que déjà, si vous ratez le Kickstarter, ça va être mal sur le plan de l'image pour vous? En plus, est-ce que vous en refaites un derrière? Est-ce que vous en refaites un derrière? Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous aussi? Ça, c'est un point très important, encore une fois, c'est que un Kickstarter, c'est aussi une manière de prouver le potentiel marketing de votre jeu. Si votre jeu il plaît pas sur Kickstarter malgré tous les efforts que vous avez faits, bah peut-être que c'est une idée de merde. Ouais. Alors j'ai dit, juste finis sur ce que j'avais dit, c'est que c'est peut-être une idée de merde, mais pas forcément. Peut-être que c'est juste l'angle selon lequel vous le présentez qui est mauvais. Peut-être que c'est juste votre trailer qui est vraiment très nul. Ça peut être plein de choses, mais il faut aussi se dire, est-ce que le projet... En fait, si le Kickstarter ne marche pas, il faut se demander si la forme dont vous le présentez est intéressante, si le jeu est intéressant tout simplement. Si vous faites 3 Kickstarter et qu'à chaque fois ils ne réussissent pas, il faut se poser des questions. Donc tu demandais pourquoi ils avaient fait ce projet. Alors, le Kickstarter. En fait, c'est la réponse à la question. La Kickstarter ne marche pas. Ouais. Si Kickstarter marche, ce qu'avec 20 €. Est-ce qu'on peut juste écouter la question, s'il vous plaît? Ouais. Avec 24 000 €, tu développes pas un jeu avec. Oui. Je sais pas combien ils sont. Ils sont 1,5. Tu peux développer un jeu. Ouais, juste. Ouais. Bah, c'est des jeux indés, donc c'est des budgets très serrés. Hein. De toute façon,
Là, je crois qu'ils cherchent un éditeur ou ils cherchent à faire peut-être une early access et tout. Donc, à voir encore ce qui va se passer, mais c'est vrai que c'est des petits projets. Le problème, juste parce que sur le Kickstarter, souvent tu t'engages une date de sortie, Ouais. tu t'engages à livrer quelque chose, tu réussis ton Kickstarter, c'est génial, sauf que tu n'as pas assez d'argent pour mener à bien ton développement. Tu vas chercher un éditeur. Enfin, moi, quand je suis backer, je me sens un petit peu comme investisseur. Donc, si c'est pour faire comme avec Facebook, Bah, c'est tout le problème. Après, c'est pas les revenus totaux, finalement, puisque Non, mais le jeu se vend quand même. là où Donc, il y a je veux en- une prise d'investissement quand même. là où je voulais en venir, c'est que moi, la plupart des boîtes qui ont réussi en faisant des Kickstarter, en fait, elles n'ont pas fait un Kickstarter qui finance le projet. Elles ont fini un Kickstarter pour faire le closing. C'est-à-dire juste la petite rallonge, Ouais. terminer le projet, ou alors éventuellement, comme une opération marketing, Mm. C'est très bien. L'inverse, au lieu de le finir le projet pour initier le projet et le vendre à un éditeur qui a plus de reins. tu peux un peu, mais là, tu prends et sur les Plus, oui, d'avoir- Alors, je vais rebondir sur ça, c'est que c'est très intéressant parce que Kickstarter, ça peut en effet être un moyen d'étendre un peu le projet. Dans le sens où, là par exemple, ils avaient le CNC avant, il me semble, et ils avaient une somme, pas folle, mais conséquente assez pour organiser le Kickstarter. CNC, c'est le centre du cinéma pour financer des projets. Donc voilà, vraiment, Kickstarter, ouais, c'est un moyen de communiquer qui est un peu cher, mais qui est efficace si vous arrivez à réussir votre campagne. Donc c'est quand même pas mal. Et en effet, c'est vrai que ça permet, par exemple, sur les milieux de projet, en milieu de projet, ça peut être pas mal d'avoir un Kickstarter pour montrer qu'on a quelque chose déjà, mais qu'on veut encore l'étendre de plus en plus. Donc, ça dépend beaucoup de ton projet. Alors moi, mon poste, il a été payé de manière classique salarié, temporairement. Donc déjà, ça c'est de l'argent, si tu veux, qui sort pour eux. Donc c'est de l'argent que tu investis forcément. Et ensuite, si tu fais un trailer, comment tu le fais ton trailer? Est-ce que tu le fais toi-même en tant que développeur indé qui connaît rien en trailer et qui va faire un truc que personne n'aime bien? Bah, tu vas peut-être payer un mec pour te faire le montage et tout. Ouais. Il te demande rien, juste une page, un trailer et une vidéo. Même pas de vidéo. Tu... Ah non, non, non. Oui. On va passer à la suite parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire. Donc si vous voulez, on refera un atelier Kickstarter. Ça me fera très plaisir. J'ai parlé de Neurovoider. Donc c'est un jeu sur lequel j'ai pu vite fait bosser. Enfin, j'ai passé un mois quand même dessus chez Plugin Digital, qui est un éditeur de jeux. Et en gros, l'idée c'était de contacter des influenceurs, donc des youtubeurs et des twitchers, pour qu'ils parlent du jeu. C'est très simple. On va sur YouTube, on regarde qui est intéressant pour le jeu et on lui envoie une clé. Sauf que là où ça devient plus compliqué, c'est que souvent les taux de retour, c'est-à-dire j'envoie un message, combien il y a de personnes qui... J'envoie 100 messages, combien il y a de personnes qui répondent ou qui jouent au jeu, bah c'est vraiment très variable. Parce que globalement, ça se passe en plusieurs temps, c'est que en premier, moi je cherche les youtubeurs ou les twitchers, j'ai des outils plus la recherche YouTube. Ça me prend déjà pas mal de temps, je les mets dans une base de données. Et ensuite, je leur prépare un template de mail, donc un mail type, genre bonjour machin, je travaille sur tel jeu, j'aimerais bien que tu y joues, qu'est-ce que tu en penses? Voilà la clé du jeu. Et derrière, lui, il répond ou pas. Et ensuite, il fait une réponse ou pas. Donc globalement, ce qui se passe, j'ai fait ça sur 3 ou 4 jeux différents. En général, quand c'est bien ciblé, c'est-à-dire que j'ai bien choisi les gens qui vont avoir une clé, en fait, j'ai un taux de retour de 10%. C'est-à-dire que pour 100 clés, il y a 10 personnes qui font une vidéo. Sachant que ça prend un peu de tout en termes de taille aussi.
Par exemple, sur un des jeux que j'ai fait récemment, sur lequel j'ai bossé récemment, c'était plutôt des youtubeurs de petite taille qui ont fait des vidéos. Donc elles étaient là, mais elles n'étaient pas assez impactantes en termes de marketing et de vente, quoi. Donc sur Novoider, c'est un des projets qui s'est le mieux passé parce qu'il y avait une technique un peu spéciale. C'est que moi je me suis dit, Novoider c'est un shooter procédural. En gros, on est dans un donjon à 4, ou enfin entre 1 et 4. Et on va shooter des mobs, des boss et aller de plus en plus loin dans le donjon avec des items, un côté RPG et tout. Et du coup, je me suis dit que ça ressemblait beaucoup à Binding of Isaac. Donc tout simplement, je suis allé voir tous ceux qui couvraient Binding of Isaac et je faisais ma liste sur ça. C'était le critère principal. Il faut savoir que Binding of Isaac, c'est un jeu qui a une audience de malade. Il y a énormément de gens qui y jouent et qui sont hyper passionnés par le jeu. Tu connais? Pareil, c'est un shooter procédural. On peut regarder. C'est en anglais. Avec des larmes et du caca. C'est ça qui plaît. Ouais, je vous mets un peu Ah, le trailer, c'est peut-être pas le mieux, non? Bon, là, voilà, en gros, tu es dans les donjons et tu dois les shooter un peu à la manière d'un Zelda, mais que dans les donjons. Et en fait, tout est généré procéduralement. Donc Novoider, mine de rien, est assez similaire. Hop. Donc je vous conseille vraiment les deux jeux, ils sont cool. Donc voilà, et du coup, les fans de Binding of Isaac, ils jouent presque que à ça. Et je me suis dit que ce serait intéressant de leur proposer une alternative. Et c'est en gros ce que j'ai écrit dans mon mail, je dis, j'ai vu que tu étais fan de Binding of Isaac. Donc du coup, le mec, il sait déjà que tu t'es intéressé à ce qu'il fait, vu que c'est vrai en fait. Et il te propose une alternative, donc ça peut être vu de manière assez positive. Donc au final, il y a eu, je sais plus, une vingtaine de vidéos, je sais plus exactement, mais les vidéos qui étaient faites en retour, il y en a eu certaines qui avaient quand même un impact assez fort. On a une vidéo à 30 000 vues et une à 7 000 vues, je crois. Donc ça paraît pas énorme en termes de quantité, mais ça veut dire que tous ceux qui suivent ces youtubeurs, ils sont fans de Binding of Isaac, et du coup, ils veulent aussi une alternative à ce jeu. Donc ça veut dire qu'en proportion, les gens qui vont voir ces vidéos vont être plus intéressés que quelqu'un comme Squeezie, par exemple. Donc je sais qu'il y en a plein qui rêvent d'avoir une vidéo, d'avoir leur jeu couvert par Squeezie, mais globalement, c'est des taux de retour derrière qui sont très faibles. Il peut y avoir des jeux qui ont, je sais pas, 1 million de vues sur une chaîne énorme, mais derrière, c'est du grand public, donc les gens qui vont acheter votre jeu derrière, c'est vraiment très variable, quoi. Donc faites toujours attention à ça quand vous allez démarcher des youtubeurs, c'est à quel point ils sont intéressés par votre jeu, à quel point ils sont intéressants aussi pour votre jeu, et à quel point leur audience est intéressante pour votre jeu. Donc ciblez bien parce que vous avez donné des clés, donc ces clés c'est des jeux gratuits, donc faites attention. Oui. En fait, ce que tu conseilles, c'est de trouver des youtubeurs qui sont dans la même niche. Oui. L'idée, c'est qu'il vaut mieux qu'ils soient spécialisés que trop large. Oui, c'est ça, c'est que globalement, il faut essayer de... Moi, ce que je fais souvent, c'est que je vise le même genre et je prends des noms de jeux similaires. Par exemple, je travaille sur une visual novel. Il n'y a pas beaucoup de youtubeurs en visual novel, mais j'ai pris des noms de visual novel et j'ai regardé qui les couvrait. Donc il y avait Steins Gate, 8+, etc. Donc voilà, essayez de chercher des noms. Ensuite, vous tapez dans la recherche YouTube les noms des jeux et vous classez les youtubeurs comme ça. Je pourrais vous montrer un template après si vous voulez de ma liste de données. Allez, un petit quiz. Ça va être très rapide. Il y a 2 parties dans ce quiz. La première est hyper simple. Est-ce que vous savez qui c'est? PewDiePie, ok. Est-ce que vous savez combien d'abonnés il a? 70 millions? 52 millions? Quoi? Ouais, c'est le youtubeur. Bon, en gros, PewDiePie, il est... il a enlevé son compte. Non, PewDiePie, il a beaucoup de gens
Et il a beaucoup de gens qui le suivent et celui qui est en dessous dans la catégorie gaming, il explose, quoi. C'est genre 2 ou 3 fois plus. Mais alors, on va continuer le quiz. Je vais vous les repasser un par un. Et là, on va savoir qui connaît ou qui connaît pas. Ok. Malcolm, il est con. Ah, Amixem. Qui connaît Amixem? Ouais. Ouais, ça c'est un Français. Ok, combien il y a de millions d'abonnés? 6 millions d'abonnés quand même. Hein. Ouais. En français, hein, en plus. Il fait que du français. Hein. Alors c'est qui ça? Ah. Non, vous connaissez pas Zerator, ça vous dit rien? Zerator, non? C'est un ancien pro de StarCraft 2 qui s'est converti dans le YouTube Gaming. Je crois qu'il a 500 000 abonnés, je crois. Pas mal. Je sais plus exactement. Hein. S'il y a quelqu'un qui veut chercher en même temps le nombre d'abonnés, pourquoi pas. Bon, du coup, je suppose que vous n'allez pas savoir qui c'est ça. Tu connais? Ah, bah tu vas connaître le prochain. Tu sais qui c'est alors? Non, mais je sais qu'il y a du même. Alors? Je crois que lui c'est 2 ou 3 millions d'abonnés, il me semble. C'est un peu qu'à marinière, donc. Bon, c'est Jacksepticeye. Et derrière lui, il le connaît, mais il faut pas le dire. Est-ce que vous savez qui c'est? Je sais pas si c'est quoi quel ce dire. racisme par la Non, mais c'est la cheville. Bon, c'est Markiplier. Et c'est des gens qui ont des millions d'abonnés. Et alors pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? C'est que quand vous allez démarcher les youtubeurs, c'est hyper important que vous vous intéressez à qui ils sont, pourquoi ils font ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font, leur audience, leur manière de communiquer, sur quel réseau ils communiquent, à quelle fréquence. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir tout le monde, tout le temps, tous les fliquer et tout. Mais faites attention au fait que plus vous aurez d'infos sur eux, et mieux vous saurez communiquer envers eux. Et ça, c'est très important. Et c'est ce qui fait aussi la qualité de votre taux de retour, on va dire, quand vous allez envoyer des mails. C'est que souvent, si vous allez envoyer une clé à quelqu'un qui s'en fiche royalement, bah, il va avoir un a priori négatif sur vous. Et voilà, globalement, c'est un peu une des clés aussi du marketing par email, c'est quand on envoie un email à un prospect, donc quelqu'un qui pourrait être intéressé, on écrit quelque chose et ça peut plus ou moins le cibler. Donc là, quand je parlais de Banning of Isaac, moi je ciblais spécialement des gens qui pouvaient être intéressés. Et je pense que vous avez tous reçu soit des newsletters, soit des mails qui étaient hyper génériques et dont vous vous foutez royalement et vous vous êtes dit putain mais ce mec il me spam et j'ai envie de lui péter la gueule. Donc ça arrive souvent et c'est important de se rendre compte à quel point ça énerve les gens. Et voilà, vous allez forcément l'être à un moment, ce gars chiant qui va envoyer des mails qui sont pas ciblés pour quelqu'un, mais si vous faites pas attention, ça va vraiment impacter votre travail. Alors, j'ai dit autre chose. Double Kiki Rose. Donc en gros, il y a mon frère qui est développeur de jeux depuis une dizaine d'années. Il était chez Motion Twin, je sais pas si vous connaissez, avec un de ses potes qui s'appelle Guillaume. Et il y avait aussi Elmobo, un musicien. Est-ce que vous connaissez Nightmare Catchers? C'était pas dans le Nord, c'était à Bordeaux. Tu connais Pierre? Bon voilà, Nightmare Creatures c'était un jeu de l'Amiga, je me souviens plus, PS2, PS1 peut-être? PS1 ouais. Bon en gros, Elmobo qui a fait la musique du jeu, il travaille depuis longtemps le jeu vidéo. Et tous les trois, donc Blackmagic, le codeur, Guillaume le graphiste et Elmobo, ils font du jeu de vidéo depuis assez longtemps. Et en gros, moi je leur ai dit, voilà, je trouve que votre projet il est cool et que les gens répondent par rapport au projet, donc j'ai envie de vous rejoindre sur la communication. Et vu que c'était mon frère et que j'étais cool, le pistonné. Donc voilà, c'est super intéressant. Là, ça fait du coup 1 an, en mars, je ne sais même plus quelle période. Bref, ouais, ça marche plutôt pas mal. Ce qui était intéressant, c'est que là, j'ai pu vraiment me replonger dans une équipe
C'est-à-dire que entre ça et Lavapools, j'ai vraiment fait plutôt des boulots pour d'autres personnes ou des contrats en freelance, etc. Donc là, je me suis dit, ok, je m'intègre dans une équipe et j'y vais à fond. Enfin, à fond. Ça reste du mi-temps, donc je fais ça un peu quand je peux, à côté des trucs pour gagner ma croûte. Mais globalement, c'est super intéressant parce qu'eux, ils ont beaucoup d'expérience, donc ils peuvent m'apprendre plein de trucs. Et moi, je peux apporter voilà, de la main-d'œuvre en termes de communication, des newsletters et tout. Donc ce que je fais principalement sur ce jeu, pour l'instant, c'est aider à la communication globale, donc mettre en place le site web, faire les posts sur les réseaux sociaux, la newsletter une fois par mois où on tient au courant les gens, et plein d'autres choses. Là, on va faire un événement, enfin on essaie de faire les festivals aussi. Donc voilà, on fait plein de choses et on essaye de montrer le jeu à un maximum de gens possible. Alors, je sais plus ce que... Ah oui, voilà. Et là, je me suis rendu compte à quel point, sur ce projet, la qualité d'une direction artistique, d'un jeu et d'un gameplay, c'est important quand on veut communiquer sur un jeu. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeux moisis qui réussissent très bien en termes de vente, etc. Mais souvent, c'est beaucoup plus plaisant et efficace quand on est à fond sur un projet qui est de qualité et qu'on essaye de faire en tout cas de qualité et qu'on met vraiment du cœur dans ça. Et je vois aussi par rapport à d'autres projets qui marchent moins bien que les gens, quand ils voient les gifs ou les images, ils sont vraiment à fond et ils sont intéressés par le jeu. Ensuite, la qualité, en termes de marketing, c'est aussi comment le jeu a été pensé et pour quel public. Je m'explique. C'est qu'à la base, ils ont fait ça à 3 dans une zone d'arrêt en 72 heures. Ils se sont éclatés à le faire, ils ont fait vraiment le truc le plus débile qu'ils pouvaient, avec des zombies qui les coursent, voilà, une Cadillac, des jeunes qui sont en train de jouer de la musique dans une Cadillac. Bref, un truc vraiment débile. Et du coup, après, ils se sont dit, est-ce qu'on pourrait en faire un jeu complet? Et là, c'est un peu là qu'intervient le marketing, c'est on va analyser ce projet, qui est-ce qui pourrait intéresser, pourquoi il intéresserait les gens, quels sont les concurrents dans le secteur qui est touché, et comment on peut communiquer dessus. Donc il y a plein de choses intéressantes à faire, et ce qu'on a remarqué principalement, c'est qu'on allait voir les autres jeux de rythme. Je ne sais pas s'il y a des fans de jeux de rythme ici ou pas, mais globalement, il y a assez peu de jeux de rythme, on va dire, accessibles, ou alors des jeux de rythme qui ont un fort univers scénaristique. Et nous, c'est ça qu'on veut apporter aussi, c'est un jeu de rythme qui a un contexte, un univers et une aventure aussi. Donc on s'est dit, on a regardé en fait les chiffres sur Steam Spy, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, Steam Spy, c'est un outil pour aller voir les chiffres de vente des jeux qu'il y a sur Steam. Donc ça peut varier le taux d'exactitude des ventes, mais globalement c'est quand même assez précis des retours que j'ai eu en tout cas des développeurs. On va voir, est-ce qu'il y a rythme en genre? Je crois pas. Il y a musique, non? Bon, globalement, ce qu'on fait par exemple, c'est tu fais recherche. Bon, alors justement, ça c'est un point que je voulais aborder qui était un peu long, mais bon. On appelle ça de la market research, c'est-à-dire du recherche de marché. On va voir qu'est-ce qui existe actuellement sur le marché et on va essayer d'estimer quelles sont leurs ventes, pourquoi ils ont marché potentiellement, pourquoi pas, et comment ça se passe pour eux en fait. Donc par exemple, il y a Melody Escape. Escape. Ah. Bon, voilà, ça c'est un jeu de rythme qui a plutôt bien marché. Du coup 100 000 quand même owners, mais pas très cher. Bon bref, c'est un jeu de rythme pas très beau, mais voilà, je pense qu'il fait bien le boulot. Et une des raisons pour lesquelles il a bien marché, c'est que les joueurs peuvent importer leur musique
pour jouer leur musique qu'ils veulent. Donc globalement, il y a des youtubeurs qui ont mis Nyan Cat ou un truc à la con, et ils pouvaient jouer à ça et du coup s'éclater avec leurs viewers. Donc en fait, ce qui est important, c'est que quand vous allez faire cette étude de marché, en gros, c'est que vous allez voir qu'est-ce que fait la concurrence, et ça peut vous donner des idées aussi par rapport à ce qui peut permettre d'améliorer votre jeu sur un point de vue marketing. Ensuite, c'est vraiment à mettre en relief par rapport à vos intentions de design initiales, mais nous, dans notre cas, ça nous a validé le fait qu'il fallait un outil communautaire où on peut jouer à ses propres tracks. Parce que globalement, quand on peut jouer à ses propres musiques, bah, on peut par exemple faire ses propres compos et décider de les jouer en jeu et les voir devenir vie en fait. Donc voilà, je vous conseille vraiment quand vous lancez un jeu, de vous demander quels sont les concurrents, est-ce qu'ils marchent bien, pourquoi ils marchent bien, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à adapter pour avoir un bon jeu qui intéresse les gens en tout cas. Un exemple un peu par rapport à ça aussi, c'est les jeux multijoueurs. Donc, je sais que Julien il fait un jeu multijoueur. C'est aussi un des points que je voulais aborder, c'est que par exemple un jeu multijoueur à 4, je sais pas à quelle fréquence vous arrivez à trouver 3 personnes pour jouer avec vous à n'importe quel moment. En fait, vous allez vraiment créer des occasions pour ça. C'est pour ça que les jeux multijoueurs sont parfois durs à vendre, et il faut essayer de réfléchir à des moyens justement pour structurer la manière dont les gens vont jouer au jeu. Donc, ce qui se fait beaucoup, c'est par exemple Towerfall. Ils ont un mode solo qui permet à la fois de s'entraîner, mais qui permet aussi de jouer tout seul. Et ça, c'est important parce que moi, quand je vais sur Steam, et si je ne suis pas très social ou je viens de déménager dans une ville, je connais personne, bah, je vois un jeu où il faut être 4, je vais me dire je vais jamais pouvoir y jouer. Du coup, je vais pas l'acheter. Et du coup, c'est pas forcément le même type de public, mais c'est important d'arriver à avoir de l'empathie envers son public et de se dire comment il peut recevoir mon jeu, quoi. Donc faites attention à ça, ça peut vous aider à vous projeter la manière dont les gens vont percevoir votre jeu. Bon, ça je pourrais le montrer tout à l'heure parce que ça commence à être un peu long. Mais en gros, ça c'est les stats pour Along the Edge, donc le jeu de visual novel que j'ai fait. En gros, ce que je fais, là vous pouvez voir en haut, il y a le nom, ça c'est pour trier les gens que je vais voir sur YouTube. Il y a le nom, une description, les jeux, l'état du contact, donc est-ce que je l'ai contacté ou pas. Donc là, ça c'est un peu obsolète, je l'ai mis plutôt à droite. L'email, la clé de jeu, YouTube, donc la chaîne YouTube, le tri par nombre d'abonnés aussi. Pareil pour Twitch, parce que des fois, en fait, certains sont sur Twitch et sur YouTube, et certains sont soit sur l'un, soit sur l'autre. Et sur Twitch, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très rarement les adresses mail. Donc on est obligé d'envoyer un MP pour les contacter sur Twitch. Et derrière, j'ai essayé de faire des stats par intérêt perso, mais aussi envers le client qui pouvait se demander qu'est-ce qu'il y a eu derrière, quoi. J'ai essayé de faire des stats, qui a ouvert le mail, à qui j'ai envoyé. Donc celui-là, c'était un truc où je n'ai pas envoyé, il a fait une vidéo tout seul. À qui j'ai envoyé, ensuite qui a ouvert, parce que j'ai un logiciel pour savoir qui a ouvert ou pas les mails, ça je vous conseille d'ailleurs, c'est pratique. Et ensuite qui a répondu, qui a dit voilà je vais faire une vidéo, et qui derrière a vraiment fait une vidéo. Donc voilà, on passe par une espèce d'entonnoir comme ça, où il y aura de moins en moins de personnes qui vont en faire un. C'est marrant de voir que la plupart qui ont fait des vidéos, ils ne vont pas répondre. Les 3 dans la Non. Alors ça, c'est des gens que j'ai pas envoyés en fait. C'est des gens qui ont vu le jeu ailleurs et qui ont fait une vidéo par eux-mêmes. Voilà. Donc d'ailleurs, il y a une petite faute dans le sens où moi j'ai mis 10%, mais en fait, j'aurais peut-être pas dû compter cela, quoi. Donc voilà, ensuite c'est 1000, 1000, 250, et là-bas c'est 1000 et 1000 aussi. Donc voilà, c'est pas foufou, quoi. Donc voilà, ça peut être très variable selon les jeux. Along the Edge, on pourra en parler. Mais... Utilise quoi comme source pour savoir qui t'a répondu, qui n'a pas répondu? Moi j'utilise HubSpot, HUB-SPOT. Je pourrais le mettre sur Facebook.
Oui, pas de problème. Juste je cacherai les mails et les clés. Ouais. Ouais, ben j'essaie de mettre les slides. Oui, oui, pas de problème. Question, t'avais combien de contacts au total dans ce fichier? Comment ça? Ah bah là, il y a tout. Hein. C'est 43 là en tout. En fait, si tu veux, comme j'ai un processus de filtrage assez long, c'est-à-dire que je m'intéresse aux gens et je vais essayer de voir à quoi ils ont joué, comment ils interagissent avec leur public et tout, par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Ça prend beaucoup de temps. Je pense qu'en moyenne, en fait, au bout d'un moment, t'en vois tellement que t'en as un peu marre, donc je fais des pauses et tout. Mais voilà, une liste comme ça me prend. Je crois que j'avais compté, ça me prend facilement 2 jours, je pense. 1 ou 2 jours. Donc. T'as pas une liste de contacts presse parce que là, du coup, c'est YouTube et Twitch, mais t'as pas, je sais pas, les contacts chez jeuxvideo.com, Kotaku. Si, ça c'est. C'est à part peut-être. C'est à part, c'est plus de la relation presse, donc c'est pas exactement pareil parce que, en fait, un YouTuber, tu lui envoies la page Team, la clé, bim, c'est fait. Alors que la presse, bah, faut faire un communiqué de presse, faut qu'ils sachent toutes les infos, faut qu'ils aient peut-être des exclus et tout, donc c'est un type de communication différent. Mais oui, globalement, ça se recoupe. Mais si tu veux, c'est encore différent parce que entre te faire des relations déjà entre la presse et les youtubeurs, c'est pas de la même manière. Et globalement, c'est aussi toute une autre manière d'interagir avec son public. C'est qu'un youtubeur, voilà, il va avoir une audience très proche, alors que la presse, bah, il y aura plus une certaine distance aussi. Donc, oui. Ouais. Alors, j'ai pas contacté les networks pour la simple raison que. Enfin, la simple raison. Disons qu'un network, c'est fait pour structurer ton business en tant que youtubeur. Du coup, un network, lui, ce qui l'arrange, c'est de gagner des sous. Et toi, en tant que développeur indé, si tu vas contacter un network, bah, il va te dire file-moi 2000 balles. Donc, alors que derrière, on aboutit à un paradoxe en fait. C'est qu'un youtubeur, envers son audience, lui, il veut montrer que des jeux qui plaisent soit à lui, soit à son audience. Du coup, ils vont pas forcément être chauds si c'est un jeu sponsor, mais qui lui plaît pas en fait. Donc, bien sûr, mais si tu veux absolument cette personne parce qu'elle a le style, tu veux le voir, parce que fait des vidéos avec un truc très spécifique, etc. Sauf que cette personne actuellement est affiliée sous contrat avec une agence, t'es obligé de passer. non, je crois pas. Enfin, la plupart de ceux. Ça dépend du contrat, mais je pense que globalement, il y a. Sur le youtubeur, il garde une part de liberté. Et mais je pense pas que les networks cadrent autant en fait. Si tu veux, pour un network ou un youtubeur, c'est plus quelqu'un qui va lui faciliter ses démarches presse, ses démarches de festival, ses démarches de contact et tout, qui va lui proposer des opérations sponsorisées aussi. Donc les networks, on va aller voir, je sais pas, Nestlé, machin et tout, on va leur dire voilà, on a tel youtubeur dans votre champ d'action. Donc voilà. En général, les networks sont juste là. Ouais. Oui, il y a ça aussi, ouais, c'est que les networks ont plus de moyens aussi par rapport aux publicités qui sont mises sur les vidéos. Du coup, ils peuvent mieux cibler, etc. Enfin, c'est tout un truc, mais voilà. Donc moi, une autre précision, c'est que moi, je fais tout ça à la main, c'est-à-dire que c'est sur Excel, sur Google Drive, et je fais tout de manière manuelle. Mais vous avez des outils comme, on en parlait l'autre fois, il y a Keymailer, GameSite aussi, qui permet d'avoir des stats. Donc ça, je pourrais vous en reparler si vous voulez, mais il y a des outils qui permettent de vous faciliter tout ça, mais j'en ai pas encore trop trouvé qui le font aussi bien, on va dire, ou qui permettent d'avoir vraiment du contact direct, quoi. Bon, je suis désolé, je suis un peu long. Alors, un petit truc, petit. Ça, c'est un biais qui revient souvent parmi les développeurs qui sont indépendants ou non. C'est qu'ils pensent qu'ils font un jeu exceptionnel et du coup qu'ils vont forcément réussir parce que ils y mettent du cœur à l'ouvrage, qu'ils sont exceptionnels et tout. Donc c'est pas forcément mauvais de penser qu'on fait un bon jeu et c'est obligatoire de penser qu'on fait un bon jeu, sinon on se démotive et on trouve que notre jeu est pourri. Donc c'est important, mais il faut bien comprendre que... alors désolé, je coupe. Bon,
c'est un peu relié à ça en fait, c'est que il y a plusieurs critères par rapport au succès d'un jeu. Et je vais essayer d'en analyser 3 et de proposer pourquoi c'est 4. Pourquoi ces 4-là. Donc il y a la qualité intrinsèque, c'est-à-dire que est-ce que votre jeu il est bien ou pas après y avoir joué. C'est-à-dire que moi voilà, j'ai acheté un jeu un peu au pif, je me dis putain en fait il est super bien. Après 10 heures de jeu, est-ce qu'il est encore bien? Est-ce qu'il y a 10 heures de jeu? Après 20 heures de jeu, est-ce qu'il est encore bien, etc. Donc il y a une espèce de qualité intrinsèque qui va faire que votre joueur il sera vraiment ambassadeur de votre jeu et dira putain ça c'est trop bien, il faut vraiment que tu le testes. Donc il y a ça, sauf que ça c'est pas à vous de le juger. C'est-à-dire que même si vous faites un jeu qui tabasse, c'est pas à vous de dire s'il est bien ou pas, parce que de toute façon vous le saurez pas. Donc vous pouvez le dire autant que vous voulez, mais les joueurs au final ils feront confiance qu'à leur propre opinion. Ce qui revient derrière aussi, c'est que leur opinion peut être biaisée. Dans le sens où si le jeu leur est vendu comme un truc super, du coup ils vont avoir des attentes. Si ces attentes sont à la hauteur de ce qu'ils pensaient, et bah du coup ils vont vraiment être encore plus ambassadeurs du jeu. Donc il y a la qualité perçue, c'est-à-dire qu'on va voir sur une page Steam et on se dit ah putain peut-être que ce jeu, je vois sa page Steam, ça me fait pas envie, le jeu a l'air moisi. Alors qu'il y a des très bons jeux qui passent comme ça à la trappe parce qu'ils sont mal présentés. Et c'est un peu le rôle du marketing aussi de comprendre comment présenter un jeu et pourquoi présenter un jeu. Donc voilà, il y a vraiment ces deux facteurs intrinsèques et perçus qui est importante. Si vous négligez l'un ou l'autre, ça va vraiment endommager votre jeu. Fréquence versus intensité, c'est que en communication, le mieux c'est de communiquer fréquemment, mais pas forcément intensément. C'est-à-dire que les gens ils sont pas tout le temps sur les réseaux sociaux toute la journée, 12 mois sur 12 et tout. Donc il vaut mieux que votre message soit apporté tout au long du développement du jeu. Comme ça les gens peuvent en entendre parler progressivement. Et vous allez voir sur vos stats globalement vos courbes de diffusion. C'est-à-dire qu'au début vous allez voir quelques likes. Ensuite il y a des gens qui vont vraiment adorer ce que vous faites et ça va grossir. Mais si vous ne faites pas ce premier pas de diffuser au fur et à mesure votre développement, ça va pas marcher. Si vous dites putain là on a mis je sais pas 2 mois sur un trailer qui tabasse et que en fait je sais pas il y a peut-être un gros jeu qui sort en même temps et du coup personne ne regarde votre trailer, et ben là vous aurez perdu beaucoup de votre temps et au final ça aura eu très peu d'impact. Donc il faut vraiment bien découper vos publications et les diffuser tout au long du développement. C'est super important, faites des bons gifs, j'en ai pas trop parlé, mais faites des bons gifs, des bons textes, et des bonnes images, un bon site web, une newsletter. Faites-le fréquemment, ça prend beaucoup de temps. Et après, sur 2 ans, bah voilà, vous créez une communauté au fur et à mesure qui aime bien votre jeu, forcément. De toute façon, dans plein de styles de jeu, il y aura des gens qui vont kiffer ce que vous faites. Donc le public, il est souvent là quand même. Ouais. Tu sais, il y a des périodes parfois de creux dans le développement où Ouais. tu n'as rien de neuf à montrer. Est-ce que tu prends de l'avance? Est-ce que tu planifies à Ouais. l'avance ça? Ouais. Je sais pas si je l'ai... Non. Moi, je l'ai pas mis, je pourrais le montrer plus tard si vous voulez. En gros, ce qu'on fait nous, c'est sur Double Click Heroes, c'est que, et en général, on fait des plans médias. Donc un plan média, c'est on a tel update, on a tel truc à partager, par exemple une nouvelle musique. Donc on va planifier à l'avance ce qu'on va dire, sur quel réseau et pourquoi. Donc globalement, on va écrire les textes, on va spécifier une colonne. Je vais essayer de vous le trouver quand même. Ça, c'est un truc difficile, je trouve. T'as pas de news et il faut quand même mettre. Alors ça, c'est un truc qu'on a fait avec Que Ben. des news périmées en fait. Ouais, Il y a que toi qui le sais. Mais il faut le planifier. Voilà. Donc en gros, là pareil, hein, c'est du fait main, on va dire. Donc il y a la date, l'horaire à lequel on poste. Nous, on poste toujours à 18h et 14h. Il faut savoir que 14h, c'est le moment où les gens vont revenir de la pause déj. Et c'est aussi pour les Américains les environs de 8-9 heures. Donc c'est le moment à laquelle ils embauchent, quoi. Ensuite le sujet. Donc voilà, de quoi on va parler.
Ensuite, la plateforme ou le réseau social sur lequel qu'on va regarder. Je ne sais pas si vous voyez bien du coup ou pas. Le type d'asset, l'asset en question, donc c'est un peu pour te répondre, c'est qu'on prépare des assets spécifiques et on dit voilà telle image, on va la mettre à tel moment et comme ça me permet de l'étaler et de planifier ce qu'on va dire aussi. Tu vois par exemple, là je sais pas si on a fait, mais tu peux réutiliser des assets aussi pour redispatcher et avoir une meilleure communication. Donc voilà, on essaie d'écrire les textes à l'avance aussi, là on l'a pas fait assez. Mais on essaie d'écrire les textes à l'avance pour avoir un bon impact. Bon, ensuite ça c'est le plan, mais il faut garder des libertés par rapport à ce plan si on veut un peu de liberté. Ouais. À partir de quand en fait tu peux te dire je fais de l'information et je suis en train de les spammer. Enfin c'est Ouais. quoi la limite entre les deux? Elle est très floue et je pense que c'est à tes joueurs de te dire quand tu spams. Donc globalement, les joueurs, s'ils n'aiment pas, tu vas peut-être pouvoir le voir, peut-être pas, mais la frontière sera très floue et des fois, il faut juste demander. Tu demandes à tes joueurs, en MP ou pas, hein, mais tu demandes est-ce que là, on a trop spammé, est-ce qu'on parle trop du jeu, est-ce qu'on a trop parlé des features et tout. Donc il faut avoir un dialogue ouvert avec tes joueurs et souvent, les joueurs, ils sont volontaires pour avoir des infos du jeu. En fait. Faut pas avoir peur trop de ça. Et il faut prendre un peu la température de temps en temps. Et puis, ouais, attends, il y a une question. Ouais. Ouais. Tandis que sur Facebook, plus on poste, plus on diffuse la visibilité. Donc au contraire, il vaut mieux moins poster, genre une fois tous les 2 jours et Twitter. Ouais. Par contre, c'est beaucoup plus instantané. Donc les gens ne sont pas sur les supports pour la même raison. Les gens se sentiront jamais spammés sur Twitter comme ils pourraient se le sentir sur Facebook. Enfin, Ouais. c'est une analyse du média, Ouais. du réseau à faire. Exactement, c'est très bien vu. C'est très bien résumé d'ailleurs. Et ouais, c'est vrai qu'en fait, il y avait une slide que j'ai enlevée, mais en gros, c'est un réseau social égale une philosophie. Sur Instagram, de plus en plus, ça va être vraiment de la photo, plus de personnes, on va dire, et moins de créateurs. Voilà, en fait, chaque réseau a aussi son histoire. Par exemple, sur Twitter, c'était beaucoup plus actif avant. Maintenant, il y a beaucoup plus de bots et de choses qui se passent, mais quand vous allez sur un réseau social pour communiquer, ce qui est important aussi, c'est que est-ce que vous connaissez la plateforme? Est-ce que vous savez comment l'utiliser à fond? Et est-ce que vous savez la philosophie de la plateforme? Donc Twitter, comme tu disais, c'est plusieurs fois par jour, on peut tweeter, pas de problème. Facebook, 3 fois par jour, c'est quand même un peu long, surtout que Facebook, c'est un algorithme aléatoire dans le sens où on ne sait pas ce qu'il va mettre en avant et tout. Donc s'il met en avant 3 fois d'affilée une news, on ne sait pas trop quoi. Et juste fini. Instagram pareil, c'est différent. Snapchat, c'est que du journalier. Donc vraiment, apprenez à connaître un réseau social avant de vous y lancer. Est-ce Ouais. que tu vas payer pour de la pub ou de la com, toi, sur Facebook ou Twitter? Alors ça c'est une bonne question. C'est aussi une slide que j'ai enlevée, mais globalement, on fait la distinction entre la promotion naturelle, c'est-à-dire moi je parle et il y a des gens qui écoutent, qui reveillent ou pas, et la promotion payante, c'est-à-dire que je vais mettre devant la tête de quelqu'un un message. Moi j'en fais un peu, mais c'est plutôt sur Reddit. Donc Reddit c'est plus un réseau un peu de nerds, on va dire. Et elle est surtout moins intrusive, c'est-à-dire qu'elle est en haut, mais elle flash pas, c'est pas une pop-up et tout. Donc moi je préfère utiliser des moyens assez qui paraissent assez naturels. Alors, je sais pas, ça doit être une mesure en fonction du projet, j'imagine. Ouais. Et voir à quel point ça cible bien, tu arrives à bien cibler Ouais. ton public avec Facebook et Twitter. Enfin, je suis un peu intéressé à Facebook, mais je ne suis pas encore passé à là. Alors en fait, Facebook, ce qu'il fait, c'est qu'il vous met tout le temps votre page n'a moins d'activité qu'avant. Mettez-la en avant par rapport à vos trucs machin. Donc il vous spam. Et en fait, c'est la stratégie commerciale de Facebook, c'est de dire il y a plein de petits entrepreneurs qui ont envie de mettre en avant leur projet. Donc voilà, si tu veux, c'est pareil, c'est pas un truc dont je suis fan, donc moi je n'utilise pas trop. Mais ensuite, ce qui est important, c'est l'extension de la portée, c'est que
quand moi je vais parler ici, je vais atteindre un certain public. Mais quelqu'un qui est fan de métal, par exemple, qui est à Toulouse, comment je l'atteins en fait. Et ça va être aussi être... Tu peux aller samedi soir à la mécanique des fluides, c'est un moyen comme un autre, mais pareil, ça prend du temps et tout. Et à un moment, tu fais un peu le calcul entre tout ça et tu te demandes si une publicité qui va pas forcément te rapporter de l'argent directement est un bon outil pour communiquer auprès de ce type de public. Donc ce qui se fait pas là en publicité aussi, c'est que tu mesures combien tu investis dans ta publicité et combien ça te rapporte derrière. Si par exemple tu vends le jeu directement. Si tu fais une publicité pour 10$ et que ton jeu il rapporte 15$, on va dire sans les taxes et tout machin, bah tu y gagnes, donc tu vas faire plus de publicité forcément. Donc c'est toujours un espèce de ratio comme ça, un peu difficile à trouver, mais bon c'est intéressant aussi, c'est un autre métier, quoi. Ouais. Ouais. Un tout petit flyer à poser justement avec les flûtes et tout, pour les rockers, machin, ils vont faire oh, je sais pas, la Cadillac, machin et tout, leur partage avec la maison, et justement, il faut essayer de penser sur leur petite communication. Ouais, bien sûr. Bien sûr, en tant qu'indépendant, c'est le but, hein, c'est de... Moi, c'est aussi pour ça que je fais du marketing avec pas mal d'indépendants, c'est que ça permet de trouver des manières créatives de communiquer envers un public. Donc c'est ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, on n'a pas des budgets de fou, mais au moins on essaie d'utiliser ce budget au maximum pour faire quelque chose d'intéressant et qui va parler aux gens, aux joueurs. Donc oui, évidemment, réfléchissez beaucoup à comment vous allez pouvoir atteindre votre public d'une manière créative. Je vais essayer. Par rapport aux autres jeux, comme il y a une logique de régularité derrière, Ouais. à partir de quand on décide de commencer à communiquer sur les réseaux sociaux, sachant que du coup, il va falloir pas qu'il y ait de période de creux ensuite, Ouais. jusqu'à la sortie du jeu. Les périodes de creux, c'est pas très grave. C'est pas forcément le plus grave si c'est pas très long. Mais moi, je dirais dès le début du projet. Même si un projet est killé, ouais, dès qu'il y a un truc à montrer. Ça dépend de là où t'en es et là où ton équipe en est par rapport à son public. Si tu as déjà un énorme public qui t'attend et qui t'attend au tournant et que tu lui montres des vieux placeholders moisis, bah là il va te dire c'est quoi ce truc nul, c'est naze quoi. Donc souvent, voilà, faut préparer un peu ses assets avant et s'assurer qu'ils soient de qualité. Mais il faut quand même le faire assez tôt. Par exemple, sur Double Kick Heroes, on a passé, je crois que Guillaume le graphiste avait passé 2-3 semaines à faire le trailer. Donc voilà, c'était beaucoup de temps, mais au moins il est bien propre. Il a beaucoup d'assets. C'était vraiment 2 mois après le jeu, hein, après le début de production. Mais il avait pris ce temps-là pour qu'on ait un impact au moment de le lancer, quoi. Donc ça a eu un bon impact et on est plutôt content. C'est ce que j'en parle, parce que là on va peut-être un peu abréger aussi. Est-ce que les gens parlent ou pas? Oui. Vite fait. Ouais, vite fait. Bon, je vous la fais rapide alors. Vous pouvez lire. Donc, pourquoi je liste Minior? Une fois, elle me disait, pour cette conf, demande-toi quelles étaient les questions que tu te posais à l'époque, enfin à l'époque, il y a 2-3 ans, et comment tu y répondrais aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, la presse, pour qu'elle parle de votre jeu, faut qu'elle ait un public qui soit adapté à ce jeu-là. Par exemple, si vous allez sur des gros médias, ça va parce qu'ils parlent de plein de choses. Mais si vous allez sur des sites spécialisés, c'est pas forcément le cas. Ensuite, vous êtes personne, vous n'avez pas de street cred, vous n'avez jamais fait de jeu, vous avez fait que des jeux moisis, du coup les gens ils vont pas vouloir parler de votre jeu. Donc faites attention à ça aussi. Votre jeu pareil, inintéressant. Tout simplement, les journalistes, ils lisent, quand vous leur envoyez un mail, ils lisent le titre. Et si vous envoyez un titre hyper bateau et banal, qui n'a aucune saveur, ils vont pas lire. Donc ils s'en foutent. Votre communiqué n'est pas clair, c'est-à-dire que quand vous prenez les infos du jeu, on comprend rien. On comprend pas ce qu'il faut faire, pourquoi on le fait et tout. Et vous l'avez jamais rencontré, donc ça c'est vraiment en dernier, c'est que voilà, ils sont pas forcément... ils sont quand même plus ouverts quand vous les avez déjà rencontrés, mais c'est pas le critère numéro 1. Voilà, merci.